Bonjour à tous, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit bilan lecture. Alors un petit bilan lecture, oui, sur mon mi-parcours à peu près, oui voilà, mi-parcours pour ma page défi des Imaginales. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai déjà lu pour ce défi. Quand je vous ai fait ma dernière vidéo vous présentant ma petite pile à lire pour mon défi des Imaginales, j'étais en pleine lecture de La Voix des Oracles, le tome 1 d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Donc c'était une découverte pour moi, je n'avais encore jamais lu d'Estelle Faye et c'est le premier tome de la saga. Je l'avais pris aux Imaginales l'année dernière et je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc du coup je vais lire la suite puisque je sais pas si, je crois que je l'ai présenté en fait dans un point lecture mais je ne suis pas sûre, où voilà j'étais un peu frustrée parce que la fin du livre en fait est vraiment coupée en deux, c'est-à-dire on a le début de l'histoire et puis c'est coupé en deux, le personnage, il y en a un qui part là, il y en a un qui part là et la suite ben voilà. Donc du coup je pense que je vais pas trop revenir dessus vu que j'en ai parlé, si je me trompe pas, dans mon dernier point lecture. Si c'est pas le cas, dites-le moi en barre d'infos et je le représenterai dans... Je vous en reparlerai à mon prochain point lecture si je l'ai effectivement oublié, mais je crois que j'en avais parlé. Je continue donc avec le tome 2 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, La Reine des Neiges, donc aux éditions Gulfstream. C'est le livre donc, que j'avais fait dédicacer l'année dernière par Cindy Van Wilder, donc je n'avais pas lu le tome 2 quand je lui ai fait dédicacer, puisque c'est le seul que j'avais en version papier. J'avais déjà lu le tome 1 en version numérique. Et je dois dire que sa version de La Reine des Neiges, j'ai beaucoup aimé. On retrouve un petit... J'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'était sur un Insta Story. Je retrouve un petit peu vraiment le côté Reine des Neiges de Anderson, c'est-à-dire le côté froid, le côté méchant, le côté tortueux de la... Enfin, tortueux, je sais pas trop si ça se dit, de la Reine des Neiges, son côté meurtri, son côté glacial, et en même temps son désir de faire d'une certaine manière du mal aux autres. Donc on retrouve un petit peu ce côté-là dans cette version de la Reine des Neiges, dans son personnage à elle, qui s'appelle Snekaya, je sais pas si je le prononce bien. Quand j'ai commencé cette lecture, j'avais peur de ne pas me souvenir du tome 1, puisque le tome 1, je l'ai lu il y a un an, un peu plus d'un an. Et en fait non, finalement, au fur et à mesure de ma lecture, je me souvenais de tout ce qui s'était passé dans le tome 1. J'ai été ravie de retrouver donc nos petits personnages, nos jeunes petits héros mutants d'une certaine manière, hein, vu qu'ils se transforment en animaux, on va dire ça comme ça. On retrouve notre jeune Arnaud, notre jeune petit renard, personnage un petit peu phare de l'histoire qui se rebelle un petit peu contre l'autorité de Lion House, donc l'autorité du lion, qui est censé représenter voilà, le roi des animaux, le roi des outrepasseurs, qui défie un peu son autorité, mais il est également, comment dire, emprisonné, cerclé par un collier un peu invisible au niveau de son hôte animal. On retrouve le chasseur, tome 1, ainsi que, si je ne me trompe pas, Arnaud, le Arnaud d'origine qu'on a dans le tome 1, qui a été enlevé par le chasseur. Et c'est vrai que voilà, ça évolue assez vite. Ça bouge assez vite au niveau des personnages et de l'intrigue par rapport au tome 1 où le tome 1 est assez long puisque c'est de l'histoire des outrepasseurs au moment de leur création, au moment des faits historiques de ce qui a amené à ce groupe de personnes, de villageois, à se transformer en animaux, de la malédiction qu'ils ont eue. Et là c'est vraiment l'évolution au jour d'aujourd'hui de ce qui se passe, de cette malédiction, de comment ils la gèrent, de qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie, des créatures magiques qu'ils doivent capturer et du coup qui se rend compte un petit peu de ce qui se passe dans la réalité et que lui-même est contre ça et il commence vraiment à se rebeller. Et du coup j'ai hâte de lire le tome 3 et bien sûr le tome 4. J'ai également lu donc le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc moi j'ai l'édition Bargellone. Donc j'ai retrouvé Louis Griffon, notre petit mage enquêteur et l'enchanteresse, avec plaisir. Par contre je suis quand même ravie que ce soit la fin, parce que c'est un mode de narration assez particulier. Et c'est vrai qu'un quatrième ça aurait été trop, donc je suis vraiment contente de l'avoir fini et d'avoir fini cette saga. Le troisième tome, je vais pas dire que je me souviens plus de ce qu'il y a dedans, mais c'est pas celui que j'ai retenu le mieux des trois livres, pourtant c'est le plus récent en lecture. Et puis il faut dire que j'ai là en ce moment, je crois que j'ai beaucoup accumulé de lecture, donc du coup je me souviens plus trop, j'ai un peu peur de mélanger ce que j'ai lu. Mais Louis Griffon du coup est confronté toujours à la Reine Noire,
à la méchante reine donc la sœur de la reine d'Ambremer. Mais il y a également des... Là c'est vraiment lié au monde magique par rapport à cette enquête, pas vraiment au monde humain si je puis dire. On y découvre pas mal de secrets qu'il y a eu, comme quoi il y avait 3 sœurs, qu'une des sœurs a eu un enfant, que voilà, il y a plein de choses qui se découvrent. Il y a le petit protégé de Louis Griffon qui a des ennuis également, donc il y a toujours bien sûr des personnages qui ont des ennuis, mais là c'est pas trop l'enchanteresse. Et voilà, ça part dans tous les sens, et il y a toujours l'enquête, la magie, le mystère, mais voilà, le charme n'a pas opéré de la même manière pour moi que sur le tome 1 et le tome 2. Donc je suis contente d'avoir fini la saga, c'est une chouette saga que j'ai beaucoup aimée, et j'ai hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Mon tirage au sort ensuite m'a donné à lire Alchimia de Samantha Bali et Mia. Donc Alchimia c'est un manga, je ne suis pas très manga à la base, pour le moment c'est mon deuxième manga que je lis, hein, donc je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est vraiment... les dessins sont vraiment sublimes, hein. Alors là, rien à redire. Je sens vraiment que c'est qu'un début parce que ça en dit ni trop ni trop peu. On commence à peine à rentrer dedans que l'histoire est finie, qu'il faut attendre le tome suivant. C'est un univers assez intéressant sur le fait que les alchimistes ont comme pouvoir, entre guillemets, d'extraire les souvenirs des personnes qui le souhaitent, de les transformer en élixir pour après que ça s'écrive automatiquement sur un parchemin. Je trouve ça vraiment très intéressant comme principe. On est toujours sur le principe, pour Samantha, du thème de l'écriture, du souvenir, de la mémoire des textes, des mots. C'est quelque chose, je pense, de vraiment très important pour elle. Ce que j'ai surtout aimé, alors certes, Alchimia en lui-même, mais c'est à la fin, il y a un manga dans le manga qui se représente elle-même et Mia. Voilà, je sais pas, ça ne fait jamais les mises au point, mais bon. Et c'est surtout ce petit côté-là, à la fin, ce petit côté humoristique, on va dire, que j'ai beaucoup aimé, où voilà, elles ont chacune leur personnage chouchou. Voilà. Donc je ne vous dirai pas, moi, quel est mon personnage chouchou, parce que je n'en ai pas encore particulièrement. Je pense que c'est peut-être le seul manga où je suivrai, peut-être, je pense que je prendrai la suite pour m'imprégner un peu plus de l'histoire, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé. Je continue donc avec Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, toujours aux éditions Gulfstream, dans la section électrogène. Voilà, cette superbe édition que j'adore tout particulièrement. Je le dis à chaque fois, je sais qu'il va falloir que j'arrête. Là où tombent les anges, comment dire, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire assez... Ça parle toujours des femmes, du combat des femmes, un peu comme dans Sang de lune de ce même auteur. C'est pendant la guerre 14-18 que nous suivons Solange. Solange qui fuit son père, puisque son père là-bas. Donc au bout d'un moment, elle décide de fuir son père, de partir sur Paris et de rejoindre une de ses amies à Paris, d'y construire sa vie. Et quelques années après, du coup, elle se marie avec un homme qui, au final, d'une certaine manière, ne vaut pas mieux que son père, vu qu'il la bat pas à ce moment-là, mais voilà, il la cloisonne, elle peut pas voir qui elle veut, par exemple, parce qu'il trouve que son amie d'enfance est de très mauvaise influence pour elle. On va dire, il la sort, il la présente, c'est un petit peu comme son trophée quand il va au théâtre, au cinéma ou autre, il sort sa dame, il sort sa belle. Et en fait, il lui demande en échange de s'occuper de sa vieille tante qui souffre vraiment, qui a des douleurs au niveau arthrique, au niveau des mains, au niveau de tout ça, qui est assez âgée, qui ne voit pratiquement plus et qui est une ancienne virtuose du piano. Arrive enfin, du coup, non, façon de le dire, quand la guerre éclate, donc du coup, son mari est mobilisé pour la guerre. Et à ce moment-là, Solange commence un petit peu à se libérer de son emprise, commence un petit peu à devenir elle-même. Elle commence également à faire plus ample connaissance avec cette vieille tante, elle commence à avoir une amitié qui se tisse entre elles. Même la tante, du coup, sans son neveu sur place, commence également à retrouver un peu de liberté, à jouer du piano. Elle enseigne le piano à Solange.
Solange se met à écrire également des articles qui, hélas, pour le moment, ne sont pas forcément publiés. Et elle redoute l'une et l'autre à chaque fois les arrivées donc de son mari pendant les permissions. On évolue comme ça, donc aussi bien avec Solange, avec Lily, son amie d'enfance, avec Marthe, encore d'autres personnages, il y a 3-4 personnages comme ça qui évoluent dans l'histoire. La fin du livre, alors la fin du livre est assez intrigante, Ce qui s'y passe à la fin, l'acte de Solange à la fin du livre, avant de partir, c'est assez... On est d'accord ou on n'est pas d'accord sur son geste. C'est une question d'éthique, c'est une question de choix. Ça peut être compréhensible, tout comme ça peut être réprimandable, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Mais c'est un acte fort qui montre réellement son développement et ce qu'elle a envie de faire pour la suite. Donc vraiment sa liberté de femme qu'elle a gagné et qu'elle souhaite garder par la suite. C'est vraiment, j'ai envie de dire, pratiquement un livre coup de cœur parce que j'ai vraiment énormément aimé ce personnage, même si son geste à la fin, certes je le comprends, mais je ne suis pas forcément en accord avec ce qu'elle y fait. Mais voilà, elle a énormément évolué, c'est un personnage qui évolue tout au long du livre. Elle évolue un petit peu au début au niveau de liberté, puis elle régresse de nouveau en étant de nouveau emprisonnée, en acceptant tout ça, en trouvant des excuses. Puis elle réévolue et cette évolution par la suite, elle la garde et elle la maintient. Et voilà, donc Solange signe ses textes de Ange, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, les personnages, il y en a une qui devient ambulancière et qui part à la suite à la guerre en étant ambulancière et qui s'occupe voilà, des soldats. Donc c'est un ange en plus, voilà, un ange pour les soldats. Son amie Lily qui part chanter, qui fait le tour des camps et qui chante pour les soldats, qui discute avec eux, qui leur apporte un peu de réconfort dans plus ou moins d'autres domaines que je ne vais pas détailler là. C'est encore un ange. Solange, elle, s'occupe de la vieille tante, s'occupe d'autres façons, elle n'est pas à s'occuper des soldats mais à s'occuper d'autres femmes, d'un autre combat par les mots, par l'écriture. Pour moi, là où tombent les anges, ce sont ces femmes cachées de la guerre. Donc je vous conseille fortement de lire ce livre. Après, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire en barre d'infos si vous avez aimé ou pas ce livre. Moi personnellement, j'ai adoré et j'ai hâte de rencontrer l'auteur aux Imaginables. Et pour finir ce petit bilan lecture de mi-parcours, il me reste à vous présenter Phobos, le tome 3. Alors la petite briquette, là, je l'ai lu en 3 jours. Donc assez étonnée de l'avoir lu en 3 jours. J'ai descendu les pages mais à une vitesse folle. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Après je me rends compte, ah tiens, un tiers du livre. Oh tiens, 2 tiers du livre. Parce qu'en fait je le lisais sur ma liseuse pour pas emmener mon gros pavé un peu partout avec moi. Alors ce tome 3, c'est sur les 3 tomes celui que j'ai préféré. C'est vraiment le tome phare, le tome où... Alors déjà il y a l'évolution entre le tome 1 et le tome 2, il y a déjà énormément de révélations, énormément de choses qui bougent. Mais alors le tome 3, c'est waouh, c'est un spectacle formidable, on s'y croit, on y est. Et là vraiment c'est... Il y a les dernières révélations, c'est le dernier acte, c'est là où Léonore va essayer de faire tomber Serena. C'est impressionnant comment il s'y passe, comment ils arrivent à jouer avec les caméras, avec les spectateurs, à faire en sorte qu'ils croient que c'est ça alors qu'en fait c'est ça. Et je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais voilà, sur les 3 tomes, c'est vraiment pour moi le meilleur tome, le tome final. Malgré que dans l'histoire, les 3 tomes réunis, il y a toujours un petit point qui me chagrine. Alors ils ont réussi sur Mars à créer, donc voilà, ils ont des plantations, ils ont des pommes, ils ont des mûres, ils ont des céréales, ils ont plein de choses. Ils ont des vers à soie pour avoir du coup la soie, enfin le fil à soie pour pouvoir fabriquer des vêtements. Mais il manque une chose sur Mars. Comment voulez-vous avoir des fruits si vous n'avez pas d'abeilles pour polliniser les fleurs des cultures? C'est la seule chose qui me manque. Voilà. La seule petite chose qui me manque sur Mars pour que ce soit d'une certaine manière crédible. Bref, passons, c'est qu'un détail. Mais puis, de toute façon, la colonisation de Mars, c'est pas pour demain, hein, en vrai, hein, je pense bien. Ça a coupé, donc je recommence. Donc, je disais, c'est
tout à la fin du tome 3 qu'on nous apprend du coup qui est ce kamikaze qui a programmé Serena pour dépressuriser la station spatiale de Phobos, que je vous avais dit dans le tome 1 et que je voulais savoir du coup la suite, qu'est-ce qu'était ce rapport Noé, qui avait été programmé par Serena pour être le kamikaze de base. Tout à la fin qu'on nous dit qui c'est, je suis assez surprise de savoir qui est la personne qui a été hypnotisée par Serena. Et on comprend un petit peu mieux aussi certaines pensées de ce personnage vis-à-vis de Serena également. Je ne vous dirai pas, alors là je vais être vraiment méchante, je ne vous dirai pas si avec l'ascenseur cosmique ils sont repartis sur Phobos, enfin sur le Cupido, s'ils retournent sur Terre ou s'ils retournent sur Mars. Je ne vous dirai pas si Serena a appuyé sur le fameux bouton rouge et dépressurisé la station de Mars et envoyé valdinguer tout le monde. Je ne vous dirai pas s'il y a eu des morts ou pas, s'ils sont vivants, s'ils repartent. Par contre, ce que je vous dis, c'est, vous voyez la belle robe de mousseline, là, bon, avec les reflets de la lampe, vous voyez pas trop, que la belle robe de mousseline de notre chère Léonore a son importance. Elle réapparaît dans ce tome 3. Puisque donc si vous vous souvenez dans le tome 1, pour ceux qui l'ont déjà lu, la robe de mousseline de Léonore, c'est celle qu'elle met pour son dernier speed dancing. La robe qui a été déchirée et qui montre sa cicatrice qu'elle appelle la salamandre. Cette robe réapparaît à la fin dans un symbole assez important, assez fort pour elle et pour les autres personnages de Phobos, les autres prétendants qui sont du coup sur place. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est effectivement sur les 3 tomes de la saga celui que j'ai préféré. Il me reste plus qu'à lire dans la série saga complète Phobos, donc Phobos Origins, sur nos 6 prétendants de base. Et là maintenant c'est avec plaisir que je le lirai, puisque comme je l'avais annoncé dans mon défi des Imaginales de base, je ne souhaitais pas le lire avant le tome 3 pour pas me faire influencer sur les personnages. Il me reste à présent, voilà, où j'en suis un petit peu donc dans mon défi des Imaginales, vu que nous sommes à mi-parcours comme je l'ai déjà dit. Pour le moment, donc là dans ma lecture en cours, c'est Le bâtard de Cosigan, l'ombre du pouvoir de Fabien Ceretti aux éditions Nemos. Donc j'ai lu une 60aine de pages, pas assez pour être vraiment rentrée dans l'histoire, mais quand même quelque chose qui s'annonce d'assez intéressant pour la suite et j'ai vraiment hâte de le continuer tout à l'heure. Il me reste également à lire Gardien, la prophétie des éléments, Harry Potter à l'école de la philosophie, N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Cat et Happy Loufat de Samantha Bali. Hélas, sur mes 10 livres, le tirage au sort ne m'a encore donné aucun thriller. Ils vont venir, j'en doute pas. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis de lecture, si vous avez lu ou pas lu ces livres en barre d'informations, si vous allez également aux Imaginales ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo et les autres que j'ai tournées jusqu'à présent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. C'est grâce à vous également qu'on fait vivre nos chaînes Booktube et qu'on prend encore plus de plaisir à faire ces vidéos. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre un petit pouce en bas, hein, voilà. Je vous en voudrais pas. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ciao!